c'est Petre et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma famille et de mon histoire. Je m'appelle Petre Gims, je suis né un jour de 1928 à Prague, dans une famille pragoise. C'est la ville de mes parents, là où ils se sont mariés un an avant ma naissance. J'adore Prague, c'est ma ville, une ville vraiment magnifique. Comme le dit ma sœur Eva, née en 1930, même enfant, nous ressentions de la magie. Avec Eva, nous aimions tant aller jouer dans ces vieilles ruelles, ou flâner sur la place Venceslas, qui grouille de monde, ou sur la place Jungmann, où grand-père tenait son magasin d'antiquités. Je n'imaginais pas à quel point cette ville allait me manquer. Jusqu'à la guerre, j'ai vécu une enfance heureuse, pleine de joie. J'ai grandi dans une famille aimante. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour mon père, Otto, et ma mère, Maria. Une famille mixte. Je veux dire que mon père est juif et ma mère chrétienne. Mais convertie au judaïsme au moment du mariage, cela nous importait peu. À Prague, juifs et chrétiens étaient tellement mélangés. Je n'y pensais pas. J'admire papa, car il connaît beaucoup de choses et je trouve ça formidable. Tous les matins, il se levait très tôt pour aller gérer les exportations d'une société de fertile à Prague. J'aime beaucoup maman. Elle adore la musique. Avec sa voix envoûtante, elle savait nous réchauffer le cœur. À la maison, elle aimait beaucoup chanter des airs d'opéra et d'opérette. Avec Eva, nous faisions partie d'une super famille, et moderne pour l'époque. Papa et maman voulaient nous donner la meilleure éducation possible, et un mode de vie sain. Ils nous ont toujours encouragés. Je me souviens que nous faisions beaucoup de sport. L'hiver, papa et maman nous emmenaient faire du ski. L'été, on faisait des randonnées. Papa et maman voulaient nous donner des bonnes manières, de la culture et de la discipline. Nous apprendre à distinguer ce qui est bon de ce qui est mal. À Prague, j'avais beaucoup de famille. Ma tante Nada, la mère de mon cousin Pavel, mon grand ami. Mes parents m'ont placé dans une école pour enfants doués, mais je n'y suis restée qu'un an à cause de l'arrivée des nazis. Quelle était paisible ma vie avant la guerre, avec Eva, papa et maman. Je faisais partie d'une famille simple, mais surtout heureuse. Certaines personnes disent que j'ai un esprit très créatif et positif. D'autres, que je suis curieux. C'est vrai. J'aime beaucoup savoir le fond des choses. Mais j'aime aussi les expressions, la couleur, les gens, la science, à la grande surprise de ma sœur. J'aime beaucoup écrire. Où que j'aille, mon carnet, mes crayons et mon imagination débordante m'accompagnent. J'adore lire, surtout Jules Verne, dont j'ai presque lu tous les livres. Moi aussi, j'ai écrit des livres sur Jules Verne, comme par exemple De Prague jusqu'en Chine, un visiteur venant de la préhistoire, ou Le sage d'Altaï, que je n'ai pas pu finir et je le regrette. Mais mon préféré reste quand même Les monstres cadeaux. Les cadeaux étaient des monstres nazis. Cela faisait beaucoup rigoler papa et maman.
Et brusquement, tout a basculé. Je me rappelle très bien de ce jour de mars 1939, quand les Allemands sont arrivés à Prague. Personne n'osait le dire, mais nous savions que c'était le début de la fin. Nous faisions partie des 35 000 juifs de Prague. Très vite, des restrictions nous ont été données, à nous, les juifs. C'était horrible. Tout d'abord, en septembre, on nous a chassés de l'économie. Certains juifs ne pouvaient plus trouver de travail. Grand-père a perdu son magasin d'antiquités. Et moi, j'ai été chassée de mon école. Étant juif, vous imaginez. Ensuite, on nous a chassés de lieux publics. On ne pouvait pas aller au cinéma, au théâtre, dans les bibliothèques, les parcs, les piscines. Et puis, à une certaine heure, on nous a interdit l'accès au tramway et aux magasins. Mais le pire, c'était en septembre 1941, quand nous avons dû porter l'étoile jaune. Cette étoile qui était cousue sur notre manteau, du côté gauche. Jude. Voilà ce qui était écrit sur cette petite étoile. Quelle honte pour nous les Juifs de devoir la porter. Tous les jours, on devait la voir sur nous. Mais j'essayais tant bien que mal de la cacher, car je n'aimais pas trop que les gens me regardent. Avec ma sœur, nous disions que nous faisons partie d'une ville de shérif. Et puis, la peur s'installa à Prague. Un bruit courait que le chef nazi qui dirigeait la Tchécoslovaquie, Heinrich, avait transformé une caserne en ghetto où il stockerait les juifs du pays. Ça nous a fait un choc. À Prague, personne ne voulait voir leur nom figurer sur la liste. Et puis, ça m'est arrivé. Je venais de trouver un travail. Je réparais des machines à écrire dans l'atelier où je travaillais. C'était le 22 octobre 1942, l'année de mes 14 ans, quand mon patron est venu m'annoncer « Tu es dedans, et puis rentre chez toi ». Sur le chemin du retour, je suis passée dans les vieilles ruelles de Prague et je m'efforçais à enregistrer les bruits, les sons, les odeurs et les gens qui y passaient. Je suis vite rentrée à la maison. Et c'est là qu'en ouvrant la porte, j'ai vu maman en pleurs. Et elle m'a dit que je faisais partie du prochain convoi pour Thérésine. Tante Nada est arrivée quelques instants après pour nous annoncer la nouvelle, mais malheureusement, nous la connaissions déjà. J'ai donc préparé ma valise. À l'intérieur, j'y ai mis des pulls, de la nourriture, un stock de feuilles, un petit carnet où j'écrirai ma vie de tous les jours, des crayons, de l'argent et le grand manteau chaud de papa. Ensuite, j'y ai mis du linoléum, des gouges à gravier et mon roman inachevé, Le Sage d'Altaï, que je n'ai pas pu finir et je le regrette.
Le jour de la convocation, j'ai fait mes adieux. Je me rappelle très bien du dernier baiser que j'ai reçu. C'était celui de ma tante Nada. Le lieu de rassemblement fixé par les nazis était le parc des expositions à Prague. C'est là qu'on m'attribua le numéro 446, sûrement le numéro du transport, mais je n'en savais rien. En montant dans le train, j'ai regardé papa et une larme a coulé sur ma joue. Je pensais que je n'allais plus jamais le revoir. Le train a démarré. À l'intérieur, on était tous serrés. On ne pouvait plus bouger. Il y avait beaucoup trop de monde entre ces femmes, ces enfants, ces hommes et ces vieillards. Puis, le train s'est arrêté. On nous a fait descendre et on s'est mis en file. C'est là que dans la foule, j'ai reconnu mon cousin Pavel. Il était là avec moi, que j'étais content. Malheureusement, nous avons très vite compris qu'il allait être dur de résister dans ce ghetto. Entre l'hygiène, les conditions de vie, les gens, c'est là qu'on a aperçu des collabos juifs. Ça nous a fait un choc. On nous a directement dirigés vers le baraquement numéro 1, L147. Un baraquement de garçons qui contenait des couchettes de 70 x 30 cm et des couchettes pour deux. J'ai donc décidé de dormir avec mon cousin. Le lendemain matin, on a entendu un Allemand crier. On s'est rué dehors et on nous a mis en file. C'est là que j'ai découvert les repas à Thérésine. De la soupe et un morceau de pain, c'était vraiment pas beaucoup. Mais il fallait manger car c'était le seul repas de la journée. Le matin, on avait des cours. Et puis l'après-midi, on faisait du sport. Pendant que ceux qui avaient 15 ans continuaient à travailler, eux. Le soir, on avait des activités culturelles. Mais quand il fallait se coucher, je pense que je n'étais pas le seul à penser au malheur qui nous hantait et à ma famille qui me manquait tant. Le soir du Shabbat, le 11 décembre 1942, je fus témoin d'un événement capital. Les garçons et moi-même avons créé la République de Schkid et fondé Vedem. Vedem était notre journal. Vous imaginez un journal clandestin dans le ghetto ? À l'intérieur de ce journal, on écrivait notre vie de tous les jours. Nos peurs, nos angoisses, nos moments de joie, ce qu'on aimerait faire pour que la vie dans le ghetto soit plus amusante. Vedem était pour nous un moyen de s'évader à travers les histoires qu'on racontait. Car oui, Vedem contenait des histoires, mais aussi des dessins, des poèmes, des poésies, des articles. C'était un journal inconnu des nazis. Heureusement d'ailleurs. Je me souviens même d'un ami, Anush Aschenburg. Quel type! Il avait créé une pièce de théâtre, On a besoin d'un fantôme, où il ridiculisait les nazis. Vedem était notre symbole, un symbole d'espoir et de liberté. D'ailleurs, notre symbole était une fusée qu'il s'envolait d'un livre pour aller vers une grande étoile, bien sûr inspirée de Jules Verne. Tous les soirs,
nous nous réunissons avec les copains pour finir le journal et chanter l'hymne de Schkid. Je m'étais proposé pour être le rédacteur de Védem. À la fin de la semaine, c'est moi qui récoltais les articles de mes camarades pour les faire paraître dans le journal. Mais comme partout, il y a des cancres. Oh oui, et il fallait souvent que je leur mette la pression pour qu'ils finissent leurs articles à temps. Et souvent, il fallait même que j'écrive leurs articles moi-même, je vous jure. Depuis quelque temps, avec les copains, on avait remarqué de la fumée. Comme on était très curieux, on voulait savoir ce que c'était. Mes amis sont allés voir, au risque de leur vie, et m'ont raconté que cette fumée provenait de fours crématoires où on brûlait les cadavres. Un jour, une fille est venue m'annoncer qu'une certaine Eva Gims était arrivée au ghetto. Dès qu'elle m'a dit où elle était, j'ai couru aussi vite que mes jambes me l'ont pu, et je suis arrivée jusqu'à elle. Quand je suis arrivée jusqu'à elle, elle m'a sauté dessus. Je l'ai embrassée, je l'ai serrée contre moi, je l'aimais. Que j'étais heureux de retrouver ma sœur. J'aurais préféré dans d'autres circonstances, mais bon. Mais il ne fallait pas oublier que Thérésine est un camp de transition et qu'un jour ou l'autre, on allait être déporté vers Auschwitz. Mais avec les copains, on ne voulait pas voir nos noms figurer sur la liste des prochains convois. On ne voulait pas se séparer, partir vers l'inconnu, connaître la peur. Et puis ça m'est arrivé, le 28 septembre 1944. Dans le baraquement, on est venu m'annoncer que je faisais partie du prochain convoi. Ça m'a fait un choc. Avant de partir, j'ai demandé à mon cousin de garder Védem et de continuer à rêver. J'ai peur. Petr Gims, comme 1,5 million d'ados et d'enfants, est mort assassiné par la barbarie nazie.